Nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe Total Énergie des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France. Nous entendons aujourd'hui Monsieur le Président de la République François Hollande. Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de revenir sur votre parcours, ni pour les membres de la Commission, ni pour les spectateurs. Notre commission a souhaité vous auditionner au regard de votre expérience des affaires de l'État et de votre implication dans la conclusion de l'accord de Paris. Non seulement nous devons adapter notre modèle économique à la transition énergétique, mais le retour de la guerre en Europe a également mis à jour notre dépendance énergétique. Comment, dans ces conditions, garantir notre souveraineté énergétique ? Avant de commencer, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site du Sénat. La vidéo sera le cas échéant diffusée sur les réseaux sociaux puis consultable. Je rappelle simplement, pour l'ensemble de ceux qui nous suivent, que l'usage républicain est toujours le même. Il n'y a naturellement, pour le Président de la République, il n'est pas convoqué, il est invité par la commission d'enquête et il n'y a évidemment pas de serment à produire. Vous m'avez indiqué, Monsieur le Président, que vous préfériez répondre à nos questions plutôt que de commencer par un propos liminaire. Je souhaiterais donc simplement, pour ouvrir le débat, vous interroger sur l'action de la France en matière de politique climatique. Vous étiez Président de la République, je l'ai dit tout à l'heure, à l'occasion de la conclusion de l'accord de Paris. Quel bilan finalement tirez-vous de cet accord avec 10 ans de recul ? Comment articuler par ailleurs le rôle de la France en termes de diplomatie climatique à l'échelle internationale avec le soutien que notre pays apporte à Total Énergie ainsi qu'à d'autres entreprises qui interviennent dans les industries fossiles? Par ailleurs, globalement, quelles ont été selon vous les relations entre l'État et le groupe Total Énergie pendant votre mandat? Estimez-vous que les règles de transparence, qui ont été considérablement renforcées d'ailleurs entre 2012 et 2017, devrait encore évoluer pour assurer une meilleure régulation du lobbying? Je n'allongerai pas davantage, je vous laisse la parole, Monsieur le Président de la République, avant que le rapporteur ne vous interroge. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur les sénateurs, je réponds bien volontiers à votre invitation, puisque je n'avais aucune contrainte pour venir ici, sauf celle de rendre compte, ce qui est bien légitime, de l'action que j'ai pu conduire comme président de la République, à la fois pour assurer autant qu'il était possible la lutte contre le réchauffement climatique et également l'indépendance énergétique de notre pays. Vous m'avez interrogé sur la question d'abord climatique. En 2012, nous ne partions pas de rien. Il y avait déjà eu le Grenelle de l'environnement qui avait amené, sous l'impulsion du président précédent Nicolas Sarkozy et de Jean-Louis Borloo, un certain nombre d'actes de loi qui avaient pu être votés et qui prenaient en compte ce que l'on savait à l'époque du réchauffement. Dès 2012, j'ai eu à connaître les rapports du GIEC et j'avais même invité les différents participants de ce groupe d'experts à l'Élysée pour bien évaluer les conséquences du réchauffement à la fois sur la planète, mais aussi sur notre pays. La conclusion était que nous étions face à un processus qui s'était sans doute aggravé et qui s'était sûrement mieux évalué dans le temps que nous l'avions fait jusqu'à présent. Nous avions eu une question à nous poser, savoir si la France prenait la responsabilité d'organiser une conférence sur le climat, dès lors que la précédente à Copenhague avait été un fiasco retentissant, qui avait, malgré la présence des chefs d'État et de gouvernement au dernier jour de la conférence, abouti donc à un constat d'échec. Beaucoup, y compris à l'intérieur du gouvernement, étaient dubitatifs sur la possibilité de réussir cette conférence et encore plus sur la nécessité de l'organiser à Paris, parce que être à l'origine d'une conférence qui échoue n'est jamais un facteur de succès à l'international pour notre diplomatie. Néanmoins, nous avons
pris la responsabilité d'organiser la COP 21. Nous étions d'ailleurs les seuls candidats, donc c'est plus simple pour être désignés. Et ça a conduit la diplomatie française, le gouvernement, le président de la République, avec aussi le concours d'un certain nombre de personnalités, je ne devrais pas oublier Nicolas Hulot dans cette période, de faire un travail souvent obscur, assez tenace et plutôt efficace quand on juge ce qu'a été la conclusion, donc de visite d'un certain nombre de nos postes diplomatiques et puis surtout de contacts que nous avions avec les chefs d'État et de gouvernement. Nous avons été aidés aussi par un certain nombre de personnalités que je ne vais pas ici citer, mais c'est vrai que Laurence Tubiana a pu, elle aussi, dans la connaissance qu'elle avait du sujet et dans les contacts qu'elle pouvait avoir, était une personne ressource tout à fait précieuse. Bon, alors, je ne reviens pas sur la conférence elle-même, sur son dénouement, sur l'accord. Qu'est-ce que je peux en dire aujourd'hui? Je pense que ça reste une base. Même si beaucoup de pays n'ont pas respecté leur engagement, même si les émissions de CO2 ont continué de progresser, même si il y a aujourd'hui, par le GIEC notamment, des constats beaucoup plus alarmants que ceux dont nous disposions à l'époque. Donc cette conférence reste une base pour prendre de nouveaux engagements. Il y en a eu. Chacun se souvient de Glasgow, mais aussi de ce qui s'est passé à Dubaï. Néanmoins, nous sommes encore loin du compte. Et ce qui est plus inquiétant, c'est qu'à mesure que nous constatons que les émissions progressent, les chiffres que nous avions au moment de la COP 21, c'est-à-dire un objectif de limiter le réchauffement à 2 degrés Celsius, 1,5 dans les meilleures des hypothèses, à la fin du siècle, tout est à craindre que nous atteignions sur l'horizon 2050 ces chiffres-là. Alors, après, vous m'interrogez à savoir ce qu'il faut faire de plus, ce qu'il faut faire dans une direction plus globale. J'insisterai sur ce que fait l'Union européenne, parce que c'est quand même elle qui a fixé des objectifs qui devraient nous permettre d'avoir la neutralité carbone en 2050. Mais est-ce que tous ces objectifs seront atteints? Est-ce qu'il n'y aura pas une tentation chaque fois, nous l'avons vécu, chaque fois qu'il y a une difficulté d'en réduire la portée? Est-ce que tous les États, y compris européens, se mettront à l'unisson? Je rappelle qu'il n'y a pas de sanctions, il n'y avait pas de sanctions dans l'accord de Paris, il n'y a pas d'avantage pour le Green Deal. C'est vrai que ça peut paraître paradoxal qu'il puisse y avoir un mécanisme de sanctions financières pour le non-respect des critères de conformité budgétaire, même si, il faut bien le dire, nous n'avons jamais nous-mêmes été sanctionnés malgré tous nos excès, mais il n'y en a pas pour les objectifs climatiques. Donc ça voudra dire que le prochain Parlement européen, le Conseil européen auront l'un et l'autre à revenir sur ce Green Deal et sur les engagements qui ont été pris. Pour la diplomatie française, et c'est peut-être le point sur lequel je veux insister, ça a été quand même un succès. Et moi, je veux rendre hommage aussi à tout le personnel diplomatique, parce que c'est une histoire qui n'aurait pas pu se réaliser sans que nos hauts fonctionnaires, nos diplomates, dans les ambassades ou quelquefois dans une forme de diplomatie plus souterraine, n'avaient pas fait leur travail. Un gouvernement, un président de la République peuvent atteindre sans doute des résultats, mais ça supposait qu'il y ait aussi une implication, et elle a été réelle, de l'ensemble des administrations. Je dis pour le ministère des Affaires étrangères, je devrais le dire aussi, bien sûr, pour le ministère de l'écologie de l'époque, avec Ségolène Royal, mais je devrais le dire aussi sur le ministère des Finances, parce que nous avons eu beaucoup d'éléments qui sont venus du côté du ministère des Finances. Et à un moment où l'État est forcément critiqué, regardé comme n'étant pas toujours dans un esprit qui puisse être de loyauté ou de conformité, eh bien non. Moi, j'ai eu affaire à un État qui s'est pleinement engagé. Je vais vite sur le second sujet, les rapports entre la présidence qui était la mienne et Total.
il y a eu 2 présidents de Total dans cette période, Christophe de Margerie et Patrick Pouyanné. Je connaissais Christophe de Margerie avant d'entrer à l'Élysée. Je le connaissais parce qu'il faisait partie d'un environnement qui m'était proche. Je savais son tempérament, je connaissais ce qu'il faisait. Il était très impliqué par rapport à la Russie. Hélas, vous savez les conditions dans lesquelles il a disparu. Et malgré ces relations qui existaient, il ne m'a jamais sollicité. Mais devant votre commission d'enquête, Jean-Yves Le Drian était interrogé et il a effectivement eu à, en tant que ministre de la Défense, j'imagine, faire une démarche pour convaincre le Qatar, si tant est qu'il avait besoin de le convaincre, de prendre Total comme principal investisseur. Je ne sais pas si Laurent Fabius a été également sollicité. En tout cas, Christophe de Margerie ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que j'aurais été forcément le meilleur interlocuteur par rapport au Qatar. Ensuite, à sa mort, donc c'est Patrick Pouyanné qui l'a remplacé. Le premier jour où j'ai rencontré Patrick Pouyanné, c'était le 7 janvier 2015. Je m'en souviens parfaitement, puisque c'était le matin de l'attentat contre Charlie Hebdo. Cet entretien, qui devait être le premier, bien sûr a tourné court, puisque nous n'avons pas pu poursuivre la conversation. Je l'ai revu plus tard. Nos rapports, là aussi, ont été plus fréquents, puisque il a pu être parfois dans des invitations, y compris lorsque nous avons préparé la COP de Paris. Et je l'ai emmené une fois dans un déplacement en Angola. Est-ce qu'il m'a demandé, là encore, d'utiliser notre réseau diplomatique pour un accord avec quelques pays que ce soit? Il en avait beaucoup, hein, d'accords. Brésil, on a encore une confirmation aujourd'hui, ou Qatar, ou autres pays, non. En revanche, j'ai moi-même dû intervenir, mais il y était prêt, pour retirer Total du Yémen à un moment où il y avait des risques extrêmement sérieux par rapport à la poursuite de l'activité de Total au Yémen. Et donc, je crois qu'il a pris les dispositions qui paraissaient les plus nécessaires. Pour le reste, la question qui nous était posée était aussi d'assurer l'indépendance énergétique. C'est posé la question au moment de, si je puis dire, de la première guerre d'Ukraine, de savoir s'il était nécessaire d'avoir des sanctions européennes sur la livraison de gaz que des entreprises, notamment Total, assuraient pour l'Europe et pour la France. À l'époque, nos partenaires européens n'ont pas souhaité qu'il y ait des sanctions sur les livraisons de gaz par gazoduc. Depuis la deuxième guerre d'Ukraine, les livraisons de gaz par gazoduc ont été donc sous sanctions. Il reste néanmoins, mais là je m'écarte du sujet concernant ma présidence, il reste néanmoins qu'il y a toujours du gaz GNL qui sort de Russie et qui va sur les ports européens et en particulier les ports français, avec un grand intérêt de la Russie pour ce type d'exportation, compte tenu des transbordements et compte tenu de ce que ça peut aussi faire pour son activité. À titre personnel, aujourd'hui je n'ai pas de responsabilité pour en décider, mais quoi qu'il en coûte, c'est le cas de le dire, il serait sans doute nécessaire de suspendre ce type de livraison, parce que c'est un atout considérable pour la Russie, et une source de financement importante et un contournement en réalité des sanctions. Il y aurait, je pense que Patrick Pouyanné s'en est expliqué ici,
il y aurait sûrement des effets sur le prix du gaz compte tenu de la place du GNL. Peut-être qu'il y aurait aussi, ce qui serait contradictoire avec nos objectifs climatiques, des importations de GNL venant d'autres pays. On les connaît. Mais je pense que là, il y aurait un principe de cohérence politique par rapport à l'enjeu même de ce que l'on sait de l'action de Vladimir Poutine. Pour terminer, sur la dernière dimension de votre question, la transparence. Là aussi, je n'avais pas connaissance de hauts fonctionnaires qui allaient régulièrement peut-être faire des passages chez Total. Là, votre commission d'enquête a été, je pense, utile. On a vu qu'il y avait, ça peut être jugé de telle ou telle façon, mais il y a des passages. Toute la question, c'est de savoir si la haute autorité pour la transparence, vous avez aussi auditionné son président, est suffisamment armée, peut-être même habilitée, pour faire les contrôles qui paraissent nécessaires. Je rappelle que cette haute autorité pour la transparence a été créée en 2013 et donc a été mise en, si je puis dire, en œuvre à l'époque par son président Nadal en 2014 et les années qui ont suivi. Sûrement que là, il y a certaines activités qui mériteraient d'être davantage regardées. Mais je n'avais pas, là aussi, eu de rapport ou d'informations qui laissaient supposer qu'il pouvait y avoir une confusion ou un conflit d'intérêts. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame, Monsieur, ce que je pouvais vous dire, à partir, bien sûr, d'un exposé que je n'avais pas à faire, mais que le Président Karouchi, très intelligemment, a eu le loisir de me demander. C'est que du plaisir, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre présence et de ces premiers propos. Vous l'avez bien décrit, la COP21 est quand même un point de bascule. À la fois, c'est un point de bascule parce que la communauté internationale se remet à travailler de fait plus sérieusement sur le dérèglement climatique, se fixe un certain nombre d'objectifs, certes non contraignants, mais quand même, c'est un chemin. Et puis, les impacts du dérèglement climatique sur cette séquence-là deviennent absolument perceptibles pour chacune et chacun. La question qui se pose, c'est finalement, est-ce que l'État a pris la mesure à la fois de cet accord, du dérèglement climatique, dans ses relations avec certaines entreprises. Finalement, on a un cadre français avec un certain nombre de lois, un cadre européen, il y a un embryon de cadre international, mais, et on le voit au cours de cette commission d'enquête, on a quand même le sentiment qu'est en train de s'installer une forme de séparatisme pétrolier. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui finalement, parce qu'il n'y a pas de cadre international réglementaire ni contraignant, au fond, se disent il y a une demande, ce qui est vrai, mais on va aller chercher et donc verrouiller aussi notre avenir énergétique du point de vue des énergies fossiles. Il y a de plus en plus d'acteurs financiers, on a écouté BNP, Crédit Agricole, on a écouté AXA qui progressivement désinvestissent du secteur pétrolier, mais Total, dans son projet gazier en Afrique du Sud, va avoir comme partenaire bancaire Gazprom Bank. Et on a l'impression que du coup, entre les États pétroliers et un certain nombre de majors, ils sont en train de s'organiser pour échapper à toute règle. Et c'est la difficulté face à laquelle nous sommes. Alors, première question, finalement, est-ce qu'on n'a pas tardé à adapter notre diplomatie et notre diplomatie économique à certains types d'entreprises? Vous avez mentionné le ministre Le Drian, qui disait explicitement « Mon travail consiste à mettre nos réseaux, nos leviers d'action et notre capacité d'influence au service des entreprises et de nos intérêts économiques ». C'est totalement légitime de manière générale. Quand il s'agit d'une entreprise pétrolière contribuant de fait à un des plus grands défis de l'humanité, ça interroge. Nous avons, vous l'avez mentionné, encore des programmes de mobilité où des hauts fonctionnaires, voire des ambassadeurs, passent un moment chez Total.
on a une diplomatie qui, de fait, emmène M. Pouyanné dans ses valises dans les COP. Alors ça peut paraître, tant qu'on n'est pas confronté au dérèglement climatique, on peut se dire pourquoi pas. Mais est-ce qu'on n'est pas arrivé dans une étape où, comme à l'Organisation mondiale de la santé, quand il s'est agi de lutter contre les dégâts du tabac, on a fermé les conférences au lobby du tabac? Donc ma première question, c'est au fond sur notre diplomatie économique. Est-ce qu'on n'est pas encore on n'est pas resté dans le vieux monde? Et est-ce qu'on n'a pas toujours, encore une fois, on n'a pas pris la mesure de ce qui se passait? Deuxième question, si vous le permettez. Total est un acteur majeur dans ce secteur, incontestablement. Ce n'est pas le pire, je le reconnais aisément, même si pour 1 euro dans les renouvelables, il y en a toujours 3 qui vont dans les fossiles et 3-4 qui vont chez les actionnaires. Mais c'est une entreprise qui continue à aller chercher de nouveaux projets de pétrole et de gaz, alors que l'Agence internationale de l'énergie conteste évidemment ces projets, en tout cas l'idée d'aller chercher de nouveaux projets, et qu'on a reçu Mme Masson-Delmotte ou Mme Tubiana, que vous avez mentionné, qui nous disent qu'il faut absolument arrêter. Là aussi, qu'est-ce qu'on fait en termes de diplomatie économique, finalement, pour dissocier ce qui peut relever d'un soutien à nos entreprises, d'un soutien à un secteur qui nous pose problème? Et puis, dans ces nouveaux projets, il y a le Mozambique, dont le nord est soumis à une insécurité djihadiste, vous le savez. Il y a l'Ouganda et la Tanzanie, avec un projet qui soulève énormément de contestations sur le fond comme dans la pratique. Total continue à développer ses activités en Azerbaïdjan. Et donc, au fond, est-ce que là, on n'est pas là aussi dans une impasse française liée à une vieille relation de l'État avec des entreprises, qui est au fond d'assumer que dans des pays qui ne respectent pas ou peu les droits humains, on continue finalement à avoir un peu le drapeau français, mais le drapeau français pétrolier qui est planté dans ces pays-là? Alors sans doute qu'il y a eu dans notre histoire, et vous la connaissez bien, une confusion entretenue entre l'État et de grands groupes pétroliers au drapeau français, au temps de Elf Aquitaine et de la Compagnie française des pétroles. Et sûrement que jusqu'à ces peut-être dernières années, la diplomatie, qu'on n'appelait pas encore économique, enfin la diplomatie, y compris à l'échelle présidentielle, était pour faire en sorte que les entreprises françaises, quels que soient les secteurs, pas simplement pétroliers, mais quels que soient les secteurs, puissent remporter les marchés, obtenir les droits d'investir dans des pays dont les considérations démocratiques portaient peu à cette époque. Sûrement que tout ça a existé. Et qu'il y a eu une méconnaissance ou une ignorance des caractéristiques climatiques de ces investissements. Je ne parle pas simplement de Total. Sauf que aujourd'hui, et même pendant une large partie de mon quinquennat, justement grâce à la COP21, l'État, et c'est pour ça que je voulais apporter ce témoignage, n'a jamais participé sous mon autorité à une forme de diplomatie qui faisait que Total, si tant est que Total en aurait eu besoin, devait être appuyé pour obtenir telle ou telle exploration, investissement. Vous avez cité un certain nombre de pays sur l'Azerbaïdjan. J'étais plus président, mais voilà, Total y est installé dans des explorations qui existent déjà depuis longtemps. Sur le Brésil, Total n'avait pas besoin de l'État pour avoir des relations. Sur l'Ouganda, je connais bien la situation, c'était aussi postérieur, et je crois que Bruno Le Maire est intervenu devant votre commission, il n'a pas donné le sentiment d'avoir joué un rôle. Je ne dis pas qu'il a empêché ou freiné, mais de jouer un rôle
pour favoriser cet investissement. Parce que le fait nouveau, il est peut-être celui que vous décrivez, c'est que ces grandes compagnies pétrolières se sont émancipées des États, sont à côté, mais au-delà même des États. Et que donc, contrairement à ce qui pouvait se passer dans les années 60, 70, 80, où l'imbrication pouvait être réelle et où il y avait des explorations et des exploitations qui mettaient en concurrence des entreprises et avec un État, le nôtre en particulier, qui voulait garder ses positions héritées d'un passé colonial. La compagnie française de pétrole pour l'Irak, pour la zone du Levant, et Elf pour toute la zone africaine. Mais voilà, à partir d'un certain moment, comment dater le moment? Est-ce que c'est la COP21 ou peut-être même avant? Ces compagnies pétrolières ont leur propre logique de développement, qu'on peut critiquer, qu'on peut laisser faire, mais ont une logique. Sur Total même, nous raisonnons comme si, et nous avons raison, comme si Total était une entreprise française. Mais je pense que la vérité nous oblige à dire que quand une entreprise a 40-45% de son actionnariat américain, qu'il y a à peine 20 ou 25% d'actionnaires, disons, français, même si le groupe des salariés compte, et que cette entreprise est une entreprise à taille mondiale sur un grand nombre de sites, qu'elle est en concurrence avec d'autres grandes entreprises avec une taille bien plus réduite que Exxon et d'autres. Voilà, nous faisons comme si c'était encore la France, et j'espère que son président, lui, pense que c'est encore la France, et il s'en est ici expliqué, et ce qu'il a dit sur la cotation était intéressant, puisque ça traduisait bien que pour relever des capitaux et pour les valoriser au mieux, il pouvait se trouver, même s'il a corrigé depuis, il pouvait trouver intéressant d'avoir une double cotation, on va dire. Donc c'est ça qui s'est produit. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que c'est ça, sur le plan politique. Première hypothèse, nous considérons qu'il faut renationaliser ces entreprises. Bon, je crois que personne, sauf si votre commission concluait de cette façon, personne ne peut aller dans cette direction, tout simplement, pas simplement parce que nous aurions des doutes sur l'enjeu même de la nationalisation, mais parce que financièrement, aucun État n'est en capacité. Deuxièmement, je ne suis pas sûr que ça serve pour autant les intérêts de l'entreprise, compte tenu de sa place à l'étranger. Mais ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est d'avoir un dialogue, disons, autant qu'il est possible ouvert et rugueux avec les entreprises par rapport à l'enjeu climatique. C'est pour ça que, d'ailleurs, la pression existe, puisque quand le président Pouyanné est venu devant vous, même si on peut dire que ce n'est pas suffisant sur l'énergie renouvelable, il affiche, peut-être avec la volonté d'être bien compris par l'opinion, parce que ça compte quand même l'opinion. Donc d'être bien compris, c'est pour ça qu'il s'appelle Total Energy, c'est pour ça qu'il veut montrer qu'il va être un grand producteur d'électricité, c'est pour ça qu'il veut faire la démonstration qu'il a investi de plus en plus sur le renouvelable, même si on considère que ce n'était pas suffisant. Donc il y a aussi cette pression qui est exercée par les autorités politiques, j'allais dire celles qui gouvernent comme celles qui ne gouvernent pas, par l'opinion, par un certain nombre d'organisations non gouvernementales. Et vous avez vu qu'il y a quand même chaque fois quelques pressions qui s'exercent. Ça compte aussi. Mais il y a aussi une réalité qu'il faut prendre en considération. C'est que les groupes pétroliers, ceux que vous avez évoqués, investissent maintenant avec beaucoup d'argent, bien sûr encore dans l'exploration pétrolière. Mais l'enjeu, c'est d'aller le plus vite possible sur toutes les autres énergies. Je reviens du Texas pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il faut voir ce que ces entreprises font dans l'investissement aujourd'hui, y compris sur le renouvelable. Et pas pour un esprit qui serait celui d'être conforme à l'accord de Paris, parce qu'ils pensent que ça va être un secteur de haute rentabilité. Et elles se font aider, ces grandes compagnies, par l'État américain, car la politique
de Biden a consisté, pour des raisons climatiques, mais aussi pour des raisons de compétitivité, à aider ces entreprises pour avoir non seulement le plus bas coût de l'énergie aujourd'hui, ce qui d'ailleurs nous pose un problème de compétitivité avec les États-Unis, mais pour avoir un temps d'avance par rapport à l'enjeu des énergies renouvelables et de toutes les autres formes d'énergie, on dirait bas carbone. Bon. Donc je pense aussi que la pression, y compris des opinions, la pression du marché, la pression de l'enjeu même, font faire que les entreprises vont aller plus vite qu'elles ne l'ont imaginé dans cette direction. Ce qui ne veut pas dire que politiquement, il ne faut pas pousser. Est-ce que, alors, si on veut regarder de près, est-ce que c'est judicieux d'investir dans des pays qui sont insécures? Le Mozambique, très franchement. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a été, je pense, retardé. Bon, aujourd'hui, il y a une guérilla qui est telle que exposer, parce que ça c'est notre rôle. Le rôle de l'État, j'évoquais le Yémen, c'est pour ça que c'est un précédent. Le rôle de l'État, c'est de dire on ne peut pas exposer des travailleurs, qu'ils soient français ou étrangers, mais enfin des travailleurs français, à un risque sécuritaire. Bon, voilà. Donc ça c'est aussi une pression, parce que même si aujourd'hui il y a des terrains d'exploration et d'exploitation possibles dans beaucoup de sites, mais néanmoins, c'est quand même souvent dans des sites qui sont de plus en plus contestés et contestables. Voilà ce que je peux vous dire. Mais politiquement, ça fait partie de ce que les gouvernements ou ce que les actuels comme les futurs peuvent poser. C'est pas tellement sur une intervention capitalistique. Enfin, franchement, là, on ne serait pas à la hauteur. D'autant que c'est même sur les bénéfices, on pourrait toujours dire oui, ce serait mieux qu'il y ait moins de dividendes. Mais donc ça c'est de l'ordre de la taxation. Si on pense qu'on peut taxer davantage, faisons-le. Ce qu'il faut, c'est que les investissements de Total soient les mieux orientés possibles, compte tenu de l'objectif climatique qui est le nôtre. Si vous me permettez juste de rebondir là-dessus, Monsieur le Président. Justement, il y a des coalitions actionnariales aujourd'hui qui sont en train de se créer, à peu près dans toutes les entreprises, mais y compris dans Total Énergie. Et donc, entre la nationalisation et le fait de laisser les actionnaires seuls, il peut aussi y avoir, au fond, l'État français qui retourne au capital, non pas pour le nationaliser à hauteur de 50,1%, mais pour participer à des dynamiques actionnariales, y compris potentiellement avec une action spécifique qui consiste à dire, de toute façon, on est aussi garant, par exemple, que le siège de Total Énergie reste en France. Donc il y a aussi c'est pas forcément on laisse tout faire et on laisse l'opinion ou on reprend un contrôle complet. Mais vous avez évoqué le rôle des banques, et il n'est pas négligeable, hein, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus regardantes sur un certain nombre d'investissements. Vous parlez des coalitions d'actionnaires, on voit bien qu'il y a des actionnaires très minoritaires, mais qui peuvent jouer aussi un rôle. Et puis ensuite, sur le siège, je pense que l'intérêt total, paradoxalement, est de rester en France. Parce que pour beaucoup de pays, même si j'ai dit combien les indépendances étaient maintenant installées, pour beaucoup de pays, c'est quand même encore la France. Et c'est un avantage pour Total, parce que c'est lié à un pays qui a un certain nombre de règles et de considérations. Donc je pense qu'on a des moyens de pression qui sont plus réels. Alors une action spécifique, ça c'est une autre logique. Qui entraînerait sans doute des conséquences sur l'actionnariat de Total. Et là, si on voulait permettre à Total de se délocaliser au niveau de sa cotation, je pense que ce serait, hélas, un prétexte qui serait trouvé. Mais je pense qu'il faut trouver toutes les formes de pression, d'organisation, de dialogue aussi, parce que j'ai dit, on n'a pas vous l'avez montré ici dans la commission d'enquête, on a quand même des sujets communs, où, comme je vous l'ai dit, la direction de Total, et ça vaudra pour
pour l'avenir, est consciente qu'elle ne peut pas rester sur le modèle ancien. Vous avez expliqué le modèle A, le modèle B, etc. Bon, bien sûr que beaucoup diraient, bon, allons tout de suite au modèle B, j'imagine. Mais de toute façon, ils sont conscients qu'on va inexorablement. Alors après, c'est une question de temps. C'est ça l'enjeu. C'est une question de temps. Monsieur Tissot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci de votre présence. L'un des principaux sujets, ça a été très clairement dit, notre commission d'enquête a bien sûr été la présence de Total Energy en Russie, au détriment de la position diplomatique et géopolitique de la France et de l'Union européenne. Dès 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie, vous avez été de ceux qui ont essayé de trouver une issue diplomatique à ce conflit. Puis vous avez su prendre des décisions fortes, notamment en annulant la livraison des 2 porte-hélicoptères à la Russie. Alors, ma première question, alors que le conflit entre l'Ukraine et la Russie s'est très fortement aggravé depuis 2022, quelle est votre lecture de la situation, que ce soit par rapport à la situation énergétique ou par rapport à Total? Comment pouvons-nous expliquer que 10 ans après l'annexion de la Crimée, certains pays européens soient encore très fortement dépendants du gaz russe, l'Autriche par exemple? Est-ce une naïveté ou un abus de faiblesse? J'avais une autre question, mais vous y avez répondu. Étiez-vous favorable à un arrêt dans les meilleurs délais des importations de gaz russe? On a compris clairement votre réponse. Et concernant Total, pensez-vous que nous pouvons tolérer que des entreprises aussi puissantes continuent d'être associées à des dirigeants condamnés par l'Union européenne et les États-Unis? Est-ce que la puissance publique ne doit pas être plus ferme dans ce contexte particulier de guerre aux frontières de l'Union européenne? Merci, Monsieur le Sénateur, pour cette question, parce qu'elle me tient à cœur. J'ai donc été dans une situation où, suite à l'annexion de la Crimée, suite à l'occupation déjà du Donbass par des séparatistes qui en fait étaient des soldats russes, nous étions devant la nécessité d'imposer des sanctions pour que nous puissions obtenir un accord à 27 sur les sanctions. Nous les avons réduites au niveau que les Américains avaient eux-mêmes fixé. En réalité, les Européens faisaient l'application de sanctions, je ne dis pas sous la dictée, mais en tout cas sur les mêmes bases que les États-Unis. C'est-à-dire à un niveau assez bas. Mais ma volonté aurait été d'aller beaucoup plus loin. Rappelez-vous, il y avait encore l'affaire du gazoduc. Bon. J'essayais de convaincre Mme Merkel, même s'il y avait des entreprises françaises, hein, c'était pas Total, hein, c'était Engie. Il y avait des entreprises françaises qui étaient très impliquées dans le gazoduc. Mais Mme Merkel, parce que c'était pas sa volonté, parce que c'était la position de l'Allemagne depuis déjà plusieurs années, bon, était convaincue que le gazoduc non seulement apporterait du gaz bon marché à l'Allemagne, mais était un moyen de convaincre Vladimir Poutine de ne pas aller plus loin. Vous connaissez le résultat. C'est l'idée que, et c'est vrai qu'on peut avoir rationnellement, que c'est une source de richesse pour Vladimir Poutine, peut-être lui-même, hein, et pour son système, et un avantage économique partagé pour la Russie et pour les pays européens. Tout ça va conduire à réduire les ambitions territoriales de Vladimir Poutine. Ben, vous avez la démonstration, ça n'a pas fonctionné. Donc, on a pris un niveau insuffisant de sanctions pour la première guerre d'Ukraine, et je vais ajouter, nous avons toujours un niveau insuffisant de sanctions, là, en ce moment. Et la preuve, c'est que finalement, elles sont pour partie contournées. La Chine, la Turquie, l'Inde, quelquefois, peuvent permettre l'Iran, à l'évidence, peuvent permettre pour la Russie de contourner une partie des sanctions, de s'approvisionner, y compris en armes d'ailleurs. Deuxièmement, il y a des sanctions qui n'empêchent pas, ce que l'opinion ignore le plus souvent, qu'il y a encore des exportations de gaz russe vers l'Union européenne, et à un niveau élevé. Bon. Et donc, il faudrait qu'il y ait sous sanction le gaz naturel liquéfié. Et je vais ajouter que, en réalité, ce n'est pas parce que des compagnies pétrolières feraient pression
jamais j'ai reçu une pression totale dans un sens ou dans un autre là-dessus. Ce sont les États qui ne sont pas au niveau requis. Les entreprises, vous avez vu comment elles agissent. Elles ne souhaitent pas qu'il y ait bien sûr qu'il y ait des sanctions, puisque c'est contraire à leurs propres intérêts, qu'elles ont du personnel en Russie ou ailleurs, qu'elles sont obligées de brader leurs actifs, parce que c'est aussi ça le problème, de donner même quelquefois, de se faire voler leurs actifs qu'elles ont constitués pendant des années. C'est un crève-cœur pour les entreprises. Donc je peux comprendre. Mais une entreprise, même si ça lui cause des pertes, elle accepte. Enfin, pas tout à l'heure, mais il y a quelques jours, quand vous avez reçu M. Pouyanné, il vous a dit, moi, si on me demande d'arrêter l'Azerbaïdjan, j'arrête l'Azerbaïdjan. Si on me demande d'arrêter la Russie, ça va me coûter. Ça va vous coûter en termes de prix du gaz. Donc une entreprise, elle s'adapte à la contrainte. S'il y a une contrainte, elle fait. S'il n'y a pas de contrainte, bah, écoutez, pourquoi elle ne le jouerait pas? Quand il y a eu le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, j'avais interrogé un certain nombre d'entreprises en disant est-ce qu'on peut suspendre complètement le gaz? Elle m'a dit non, c'est impossible. Je ne parlais pas du GNL. Hein. On me dit c'est impossible. Ça s'est néanmoins fait dans un délai assez court, avec des conséquences, c'est vrai, hein, en termes d'inflation, qui ont été sérieuses, même si aujourd'hui on est revenu à un prix plus convenable. Donc voilà, c'est un arbitrage politique, la sanction. Et ne laissons pas croire à l'opinion, parce que ce serait, à mon avis, trompeur, que ce sont les entreprises qui bloquent et ce sont les États qui voudraient. Non. Prenons l'autre exemple, puisque vous l'avez évoqué, sur les frégates, les fameuses frégates, enfin, qui n'étaient pas des frégates, qui étaient des porte-hélicoptères. Bon, sur les porte-hélicoptères, bien sûr que Naval Group, qui avait construit les deux porte-hélicoptères, qui étaient encore avec des inscriptions cyrilliques parce qu'ils étaient prêts à être livrés. Bien sûr que quand j'ai pris cette décision, ça ne leur a pas fait plaisir, c'était même un vrai problème. Y compris pour les élus locaux concernés, qu'est-ce qu'on va faire de ces deux bateaux, etc. Mais à un moment, c'est l'État qui quelquefois prend en charge le coût, et d'autre part, prend la décision. Donc c'est pour ça que je pense que si on doit, dans un conflit qui n'est pas terminé, prendre d'autres décisions, ce seront aux États de le faire, peut-être unilatéralement quand on n'a pas d'autres solutions. Le mieux est quand même de le faire ensemble. Mais vous connaissez le fonctionnement de l'Europe. Hein. Conseil européen, c'est l'unanimité. Et vous avez au sein du Conseil européen plusieurs pays qui, pas pour des raisons simplement commerciales pour avoir du gaz, mais aussi pour des raisons politiques dans les liens qu'ils ont avec Vladimir Poutine, ne veulent pas prendre de sanctions. Madame Carrère. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci beaucoup, Monsieur le Président, pour votre exposé. Juste pour votre information, on n'a pas tous les mêmes lectures ici, y compris des auditions que l'on a eues. J'ai entendu tout à l'heure l'expression de séparatisme pétrolier. Séparatisme, ce sont des actions, des idées qui visent à séparer d'une communauté un groupe ethnique, religieux, etc. Voilà. On a à traiter ici d'une question complexe et je pense qu'il ne se règle pas avec des anathèmes, des diabolisations ou des slogans. Il me semble que voilà, toute la question, c'est comment on accélère la transition partout, en France, en Europe, dans le monde, comment on l'accélère en utilisant tous les leviers, en embarquant tout le monde. Voilà, ce point étant dit. Je voulais revenir sur un sujet que vous n'avez pas abordé, celui du devoir de vigilance. Sous votre présidence, la France a été pionnière en faisant adopter, y compris la première en Europe, une loi qui est probablement pas imparfaite, c'est pas parfaite puisque c'est le premier exercice et c'est une logique tout à fait innovante qui depuis a porté ses fruits en Europe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la logique qui inspire cela et comment ça peut être utile de telles démarches au sein des entreprises, d'une société, cette prise en compte de l'environnement
environnement au sens strict, si j'ose dire, mais l'environnement, droits humains aussi, pour favoriser le fait que la communauté internationale et tous ces acteurs aillent dans le même sens, et en ayant le souci de toute la complexité de l'environnement qui est celui des acteurs économiques et sociaux. Oui, nous avons voté, fait voter, parce que c'est le Parlement qui fait la loi, pas le gouvernement et encore moins le président. Je dis ça pour l'instant, c'était de mon temps, si vous voulez, c'était le vieux monde. Hein, c'était l'ancien monde. Le vieux monde où c'était le Parlement qui votait la loi et le président demandait au Premier ministre de la préparer. Vous voyez ce qu'était la... Oui, bon, c'est dans les livres. Oui, maintenant c'est dans les livres de préhistoire. Donc je prends les propos qui devraient être les nôtres, c'est-à-dire que le Parlement a voté plusieurs textes. Le premier sur, bien sûr, la transparence, permettant de vérifier lorsque un fonctionnaire, voire un ministre ou un ancien ministre partait dans le secteur privé, dans quel domaine il devait intervenir et dans quel domaine il devait s'écarter, voire même ne pas être autorisé à travailler. Puis il y a eu la loi Sapin 2, appelée ainsi, parce que c'était la deuxième, non pas parce que Michel Sapin voulait se faire consacrer sur un plan monarchique, mais donc la loi dite Sapin 2 est une loi effectivement qui pose un certain nombre de règles et beaucoup de cabinets d'avocats aujourd'hui prospèrent autour de cette notion de la compliance, entre guillemets, donc de la responsabilité, etc. Alors ces lois, je pense, vivent. Il est important un jour d'en faire l'évaluation, de voir si ça était conforme à ce que nous avions fixé comme objectif, si il y a eu des excès, ça peut arriver, si au contraire il y a des insuffisances, et notamment sur les questions de droits fondamentaux. Là, il y avait eu des ajouts qui avaient été faits justement, je m'en souviens, à l'Assemblée nationale, bon, pour savoir si on pouvait intégrer ces éléments-là. Et les entreprises, d'ailleurs, travaillent aussi, parce qu'elles sont notées sur ces questions-là. Il n'y a pas que la France qui évolue. Quelquefois, on voudrait bien être, ça nous est arrivé quand même, être pionnier, mais aussi un monde qui pose des conditions, qui pose des critères, et sous la pression des organisations non gouvernementales. Je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'il y a une société civile qui existe, hein, qui s'est maintenant constituée, qui vérifie, qui interpelle, et qui conteste, et qui quelquefois met devant les tribunaux un certain nombre d'insuffisances. Donc je crois effectivement à cette nécessité d'un cadre législatif qui doit être suffisamment stable pour qu'il soit appliqué, parce que si on en change les conditions, c'est impossible pour les entreprises comme pour l'État, mais qui doit aussi s'améliorer continuellement. Je vous ai parlé, mais pour Total, puisque vous êtes sur Total, moi je n'ai pas été saisi d'éléments qui me permettaient de penser qu'il y avait là des règles qui avaient été contredites. Et ces personnes ont été forcément écoutées par la haute autorité qui a dû prendre ces décisions. Peut-être qu'il faut renforcer certains dispositifs, c'est possible. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années, avoir un ambassadeur dans une grande entreprise, ça faisait partie du standing, du statut et de leurs règles, de mieux connaître le monde, un certain nombre de lieux de pouvoir, etc. Aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a d'autres exigences qui sont posées, donc c'est ainsi, faut-il encore qu'il y ait un corps diplomatique qui demeure. Allez, une dernière pour la route, monsieur le rapporteur, mais une dernière. Vous connaissez bien le monde, et tous les experts que nous avons reçus ont mentionné un concept qui est la malédiction du pétrole. L'idée que finalement dans les pays du Sud, particulièrement, parce qu'on ne peut pas mettre la Norvège ou la Grande-Bretagne dans voilà, c'est des processus de développement différents, mais qu'aujourd'hui finalement aller chercher du pétrole ou du gaz dans certains de ces pays, ce n'est pas construire des écoles et des hôpitaux.
ça finit plutôt à renforcer des régimes autoritaires et à construire des rentes qui ne sont pas partagées. Et donc ça renvoie toujours à cette question, finalement, comment la France, l'Europe peuvent intervenir pour favoriser à la fois d'autres transitions. Vous citiez Jean-Louis Borloo tout à l'heure, il avait quand même pendant des années tenté de construire ces fonds de soutien aux énergies renouvelables en Afrique. Malheureusement, ça n'a pas abouti, mais c'était incontestablement une bonne idée. Mais ça renvoie toujours aussi, finalement, est-ce que, avec l'AFD, qu'est-ce qu'on fait de l'Ouganda, qu'est-ce qu'on fait de la Tanzanie, encore une fois, avec des projets qui vont déplacer 100 000 personnes. C'est ma première question. Et puis, ma deuxième question, sur le... vous avez parlé des relations aux entreprises, des relations à tous les secteurs économiques. Finalement, après la crise financière, vous le savez, alors il y avait déjà un cadre qui existait, mais on a renforcé le cadre international pour gérer le secteur des banques et de la finance. On est en train de tenter de construire un cadre réglementaire sur les GAFAM. Il n'y en a pas, en réalité, sur les énergies fossiles. Donc quand on parle de mobilité entre l'État, les entreprises, quand on parle de devoir de vigilance, quand on parle de diplomatie économique, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné quand même à caractériser dans nos règles ce secteur-là au regard de l'enjeu climatique pour, encore une fois, se donner tous les moyens d'accélérer la transition? Moi, je ne suis pas pour la disparition de Total. Je souhaite que Total mette ses compétences, ses investissements, sa puissance au service de la transition énergétique. Vous parlez du Texas, ils font quand même plus de gaz de schiste au Texas que d'énergie renouvelable, ce qui est quand même un énorme problème. Donc, vous voyez comment on peut, au fond, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui à spécifier dans nos règles et dans notre droit le secteur des énergies fossiles? Alors d'abord, sur les pays en développement, pays fragiles, pauvres, c'est pénible à dire, mais leur espoir, c'est d'avoir un jour de l'exploration pétrolière. Le Sénégal, qu'est-ce qu'il espère? Je ne suis pas, vous imaginez bien, favorable, mais qu'est-ce qu'espère le Sénégal? Pourquoi il y a eu ce changement démocratique, d'ailleurs, qu'on peut saluer? Ce changement, c'était parce qu'il y avait l'espoir qu'il allait y avoir une exploration pétrolière et gazière et que ça allait amener un certain nombre. Donc il y a toujours cette chimère que de penser, et je dis le Sénégal, mais il y a beaucoup d'autres pays, et pas d'ailleurs des pays africains. Qu'est-ce qui se passe à Chypre dans le conflit qu'il y a en ce moment entre Chypre et la Turquie, même Israël et Gaza, puisque on sait très bien qu'il y a aussi pour Liban, Israël et Palestine des enjeux. Bon. Donc, pour beaucoup de pays, l'idée que s'il pouvait y avoir des énergies fossiles, ce serait une rente qui pourrait permettre de vivre. Bon. Et même un pays comme le Brésil, qui pourrait quand même se dire qu'il a d'autres ressources, il est toujours tenté d'aller chercher encore plus loin. À un moment même en France, la Guyane était regardée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, la Guyane était regardée comme possible territoire où il pouvait y avoir, jusqu'au jour où on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément ni possible ni souhaitable. Donc je dis ça pour qu'on comprenne bien que pour beaucoup de pays, il faut essayer de faire aussi preuve d'une compréhension et aussi d'une diversification. Ce qu'on peut leur proposer, c'était sûrement ce qu'avait Jean-Louis Borloo à l'esprit, c'est pour ça qu'on lui avait confié cette mission, c'est dire on peut faire de l'électricité sans énergie fossile. Ce dont ont besoin les pays qui cherchent leur développement, qui cherchent surtout à faire vivre correctement leur population, c'est de l'électricité, c'est la lumière, c'est de pouvoir avoir pour pas cher les moyens de vivre décemment et de produire un certain nombre de biens, y compris dans matière agricole. Donc voilà, je pense que l'enjeu pour nous, c'est d'aller fonder un modèle électrique. C'est d'ailleurs pourquoi Total veut s'appeler Total électrique, si je puis dire, parce qu'elle a bien compris que ça allait être là le moyen de faire passer ces pays d'un modèle à un autre. Deuxièmement, sur
comment essayer de faire un cadre juridique ou spécifique pour les entreprises pétrolières. Le problème des entreprises pétrolières pour nous en France, c'est la différence avec les États-Unis, c'est qu'elles produisent rien ici. Et j'ai veillé d'ailleurs à ce qu'elles ne produisent rien, puisque vous parliez du gaz de schiste, au début de mon mandat, en 2012-2013, il y avait un certain nombre de personnalités qui disaient mais écoutez, c'est pour baisser les coûts de production des entreprises, on a une idée, c'est le gaz de schiste en Seine-et-Marne. J'ai été critiqué, y compris au gouvernement, j'ai été critiqué en disant mais pourquoi vous vous privez d'une ressource, le gaz de schiste? Bon, on n'a pas eu, on n'a pas fait, et je pense que c'est bien qu'on ne l'ait pas fait. Vous imaginez aujourd'hui où on en serait, y compris pour les entreprises qui se seraient lancées là-dedans. Donc notre problème, c'est que nous pouvons contrôler ce qui existe sur notre territoire. Pour ce qui se fait ailleurs, bon, nous avons peut-être un cadre à poser, mais qui ne peut être que incitatif, qui ne peut être que moral, qui peut être que politique. Mais je ne sous-estime pas l'ampleur de l'effet politique. Sinon, bah, vous ne seriez pas là. Cette commission d'enquête, puisque je suis sans doute le dernier à bénéficier, si je puis dire, de cet entretien, de cette tribune, je pense qu'elle a été très utile pour mettre à jour un certain nombre de réalités. Alors après, vous avez raison, chacun en tirera ses conclusions, mais elle a permis aussi aux entreprises de venir, de donner un certain nombre de réponses. Et on voit bien, même s'il y a des différences, qu'il y a quand même la reconnaissance que la transition énergétique, elle est irréversible, que la question climatique, elle est majeure, elle va durer, j'espère, un certain temps, mais pas trop longtemps. Merci à vous. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Monsieur le Président de la République, du temps que vous nous avez consacré.